Si vous voulez bien, maintenant, on va passer au sujet de l'entretien qui concerne la migration de travail en Europe avec un titre qui pourrait être une Europe réticente mais dépendante. Migration de travail et contradictions politiques au sein de l'Union européenne. Comme angle d'analyse, je vous propose d'explorer la contradiction croissante entre les discours politiques dominants dans de nombreux États membres, portés notamment par des forces conservatrices, nationalistes ou d'extrême droite, voire déjà adoptées au sein de réglementations, en contradiction donc avec la réalité socio-économique de plus en plus indéniable, qui est que l'Europe a besoin de la migration pour fonctionner, mais peine à l'assumer politiquement. Pour fonctionner, j'entends par là pour soutenir son marché du travail, pour préserver son modèle social et également pour répondre au vieillissement démographique. Vous avez dû voir passer le chiffre d'Eurostat, l'agence de statistiques officielle de l'Union européenne, qui annonce qu'en 2050, plus d'un quart de l'Europe aura 65 ans passés. Donc, dans cet entretien, qui sera structuré en 3 axes, je ferai des petits rappels avant de vous laisser répondre aux questions. Et je vous propose qu'on aborde le premier axe, dépendance structurelle et aveuglement politique. Donc ici, j'aimerais rappeler du coup un fait assez notoire, que l'Union, elle fait face à un vieillissement massif, comme je l'ai indiqué, à une pénurie croissante de main-d'œuvre dans certains secteurs. Je pense au bâtiment, à la santé, à l'agriculture, à la restauration. Les travailleurs étrangers sont déjà essentiels à ces secteurs, y compris les travailleurs sans papier, sans titre de travail. Pour ça, on le voit, l'Italie avait octroyé entre 2023 et 2025, l'année en cours, 450 000 permis de travail pour des travailleuses étrangers, étrangères. En France, c'était 58 000 pour l'année 2024. En Allemagne et Espagne, c'était environ 100 000 en 2022-2023. L'Espagne, d'ailleurs, se démarque un peu des membres de l'Union européenne. Elle a annoncé une réforme a été adoptée en 2024 avec un projet de régulariser 900 000 travailleurs sans papier, justement pour faire face à ces pénuries de main-d'œuvre. Mais on voit que c'est une logique d'action qui reste encore isolée. En témoigne le pacte asile-immigration adopté par l'Union, suite à la proposition de la Commission adoptée par le Parlement et le Conseil, qui se concentre avant tout sur l'externalisation et le retour. Bien que je rappelle que l'Union, évidemment, elle n'a pas de compétences pour imposer des quotas de travail, elle pourrait fixer un cadre minimal un peu plus ambitieux sur les conditions d'admission et les droits minimums des travailleurs. Et dans cette logique, on a vu la loi assez médiatisée Asile-Immigration qui est entrée en vigueur en France en 2024. En tout cas, ces 2 réglementations de l'Union et de la France, elles ont des effets restrictifs sur l'entrée et le séjour, rendant l'accès au travail plus difficile pour les personnes en situation irrégulière, alors même qu'il est fréquent que les personnes commencent à travailler illégalement sans titre avant de demander une demande de régularisation, parce que les canaux d'immigration de travail légal sont très restrictifs et peu accessibles depuis l'étranger. Avec ces éléments, j'aimerais directement rentrer dans le vif du sujet. Avec cette première question, pourquoi la réalité de la dépendance européenne à la main-d'œuvre étrangère reste-t-elle si peu présente dans le débat public, pour faire un peu écho aux travaux produits en la matière par des démographes ou économistes, juristes, et aussi aux publications de Confrontation Europe en la matière? Oui, en effet, on a publié un sondage via Voice fin 2023, donc on était en plein dans le débat sur le pacte asile-immigration au niveau européen et aussi la loi immigration en France. D'ailleurs, il y a eu assez peu de parallèles parmi les commentateurs à l'époque français. C'est assez dommage parce que justement, il y avait un timing idéal pour aussi parler d'Europe, parce que c'est un sujet en effet qu'il est intéressant de voir et de porter au niveau européen. Ça ne veut pas dire que tout doit être décidé au niveau de l'Union européenne, mais en tout cas, il y a clairement un lien indissociable entre les compétences nationales et européennes sur le sujet. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas assez de la partie migration de travail et accès au travail pour les personnes étrangères, c'est-à-dire non européennes, parce que c'est assez un régime différent. C'est vrai que il y a quand même un mélange des genres beaucoup entre l'immigration légale, l'immigration illégale, les questions parfois de sécurité qui sont pas forcément loin de là liées à ces questions, et donc il y a un peu un imbroglio qui est volontaire de la part de certains responsables ou candidats politiques, et d'autres qui n'arrivent pas vraiment à s'en dépêtrer et qui sont assez mal à l'aise sur cette question, alors que il faut, si on a une doctrine politique, au sens noble du terme, c'est important de pouvoir défendre
ses positions et aussi ses propositions. Et sur le sujet, c'est vrai qu'on voit assez des flous hein, partout, un peu partout en Europe. C'est un sujet qui prend de plus en plus de place en Europe. Et vous l'avez rappelé, en effet, nous avons une question démographique. J'ai une question et pas forcément un problème, ça dépend par quel point de vue on le prend. En tout cas, il y a un vieillissement de la population. Et le point commun entre tous les États membres, c'est qu'on s'est basé sur l'État-providence. Contrairement à d'autres pays, un peu partout dans le monde, même s'il y a des différences d'un pays à l'autre de l'Union européenne, le concept d'État-providence est important, avec des États plus ou moins, qui ont plus ou moins approfondi ce concept, mais c'est important par rapport à d'autres pays, comme par exemple les États-Unis. Et là-dessus, on se ressent beaucoup plus entre Européens qu'avec les États-Unis. Même sur d'autres sujets, ça peut varier. Et donc, quand on se base sur l'État-providence et qu'on a un vieillissement de la population, en effet, la question démographique se pose. Et il y a plusieurs façons d'y répondre. Certains essayent d'avoir une politique nataliste. La France l'a eu, et c'est pour ça qu'au niveau du vieillissement de la population, on est concerné, bien sûr, mais peut-être dans une moindre mesure par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne. Donc la question ne se pose pas exactement de la même manière, et c'est peut-être certainement pour cela que par rapport à la crise de l'accueil des réfugiés syriens, alors certes, c'est pas la migration légale de travail, mais je fais le lien exprès pour expliquer l'ambroglio et ensuite le démêler un petit peu. L'Allemagne d'Angela Merkel à l'époque n'a pas réagi de la même manière que la France. Ou d'autres pays comme la Hongrie ou la Pologne. Donc ça, c'est intéressant de voir ça. En effet, il y a un vieillissement de la population un peu partout en Europe, mais qui ne se pose pas dans les mêmes termes. Par exemple, depuis l'accession de la Roumanie à l'Union européenne, beaucoup de jeunes ont pu trouver du travail en dehors de leur pays, au sein de l'Union européenne. On peut parler de fuite des cerveaux, d'autres vont dire que c'est un peu exagéré, mais en tout cas, il y a beaucoup de jeunes qui sont allés travailler dans d'autres pays de l'Union européenne. Et donc forcément, pour la Roumanie, c'est aussi de la main-d'œuvre en moins. Et la Roumanie en a conscience, et c'est pour ça que, globalement, selon les sondages, elle est peut-être plus ouverte aussi à l'immigration de travail, à plus, en tout cas, c'est ce que nous montre le sondage qu'on a réalisé avec Via Voice fin 2023. Donc, d'un pays à un autre, même si on a des sujets communs comme le vieillissement de la population et un besoin de main-d'œuvre, on ne va pas forcément répondre de la même manière. C'est pas uniquement dû au fait des différents partis politiques ou des couleurs politiques qui sont en responsabilité à un instant T. Ça joue, bien entendu, on va revenir sur le cas de l'Italie ou de la Hongrie, mais en tout cas, voilà, il y a aussi quelles ont été les politiques par le passé qui ont plus ou moins avantagé ce système d'État-providence. Est-ce qu'on est plus ou moins accroché à ce système ou est-ce qu'on s'en détache? Et d'un État à un autre, ça va être assez différent. Donc, c'est intéressant de se coordonner au niveau européen, ce qui est très difficile en ce moment, justement parce que certains font l'amalgame entre l'immigration légale de travail et les demandes d'asile et l'immigration illégale. Tout ça parfois pouvant se superposer. Et donc en période d'élection, beaucoup jouent là-dessus, et notamment Giorgia Meloni. Elle a été très anti-immigration au sens large du terme, y compris l'immigration légale. Et pour autant, aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, il y a beaucoup de régularisation et puis de permis de travail, puisqu'il y a un besoin de main-d'œuvre en Italie. Ce qui ne veut pas dire qu'on ouvre les frontières et on accueille tout le monde. C'est pas du tout la politique italienne actuelle. Et il y a eu des critiques de l'Italie par le passé, bien avant Giorgia Meloni, sur le fait que pour l'accueil de l'asile, des demandeurs d'asile en tout cas, l'Italie faisait beaucoup. Pas la seule, il y a aussi par exemple la Grèce, mais l'Italie a fait beaucoup. Et le sauvetage en mer, l'Italie a fait beaucoup. Et les autres pays européens étaient assez peu solidaires et ne voulaient pas participer à ces sauvetages en mer, ou alors, à défaut de pouvoir le faire, de soutenir financièrement l'Italie. Parce que c'est les contribuables italiens et italiennes qui soutenaient ce sauvetage en mer et puis les traitements de demandes d'asile, puisque c'était sur les côtes italiennes que les demandeurs d'asile arrivaient. Qu'ils soient déboutés ou non en fonction de leur situation, ça c'est un autre sujet. Et donc là-dessus, ça a créé des tensions, mais une fois arrivée au pouvoir, elle ne s'est pas adoucie sur les demandeurs d'asile.
ça c'est son choix politique. En tout cas, par rapport aux besoins de main-d'œuvre et à l'octroi de permis de travail, en effet, là, elle a complètement changé de discours. Et quand on se trouve en responsabilité, on est obligé de se confronter à la réalité. Et c'est ce que sait faire, entre guillemets, Giorgia Meloni. Et là-dessus, c'est vrai que c'est intéressant. C'est pour ça qu'au départ, on se disait, ça y est, un grand pays en sens PIB et population de l'Union européenne à l'extrême droite au pouvoir. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que l'Union européenne va éclater? Non, puisque son discours s'est adouci sur tout un tas de sujets, et notamment sur l'Union européenne, l'économie ou sur la migration de travail. Merci. Toujours dans cette optique, j'aimerais vous demander comment Confrontation Europe, comment le think tank, a-t-il analysé les réponses apportées par les différents États membres sur la question de la pénurie de main-d'œuvre et donc l'appel à la main-d'œuvre étrangère, et notamment sur le projet de régularisation proposé par l'Espagne. Est-ce que cette approche vous semble économiquement et politiquement réaliste à l'échelle de l'Union européenne ? Alors là, chaque pays a des besoins particuliers. Les besoins de manœuvre, c'est pas exactement les mêmes d'un pays à un autre. Alors, on a parfois des secteurs d'activité semblables et similaires et peu délocalisables. Donc là-dessus, on va avoir à peu près les mêmes besoins. Mais il y a certains secteurs qui sont plus développés d'un pays à un autre. Par exemple, l'agriculture. Et donc, on va pas forcément avoir les mêmes besoins. En Espagne, il y a besoin de manœuvre agricole. Au Luxembourg, nettement moins. Ils ont d'autres secteurs d'activité plus investis. Et donc là-dessus, on n'a pas les mêmes besoins. Et donc sur la coordination de l'Union européenne, c'est intéressant, mais ça reste une compétence nationale. Et c'est aussi important parfois de garder, et souvent, garder des compétences nationales, parce que quand on est au plus proche du terrain, c'est là où de l'espace où on a entre guillemets, le pouvoir qui s'exerce, c'est là où on est le plus compétent. Et il faut aller à l'échelon supérieur seulement quand on ne peut pas y arriver à l'échelon inférieur. C'est le principe de subsidiarité. Voilà. Donc c'est un mot qui est assez peu utilisé, mais c'est un des principes de l'Union européenne qu'on oublie souvent, et surtout en campagne électorale. Le principe de subsidiarité, on applique la compétence le plus proche possible du citoyen quand c'est possible. Et lorsque c'est pas possible, notamment sur la lutte contre le changement climatique, là en effet, c'est important qu'on aille au niveau européen, puisque si une commune ou un État agit seul, il n'ira pas très loin. Et donc sur l'octroi des permis de travail, ça c'est important que chaque nation, chaque État membre puisse conserver cette compétence, puisqu'on n'a pas les mêmes problématiques, on n'a pas les mêmes systèmes sociaux non plus. De toute façon, que ce soit l'Union européenne ou les États membres, tout ça dépend aussi de partis politiques qui arrivent à dégager une majorité en soi ou grâce à une coalition. Et donc en fonction, ça change aussi les politiques qui sont plus ou moins natalistes, plus ou moins permissifs sur l'octroi de permis de travail, etc. Et donc si l'Union européenne concentrait tous les pouvoirs, ça serait pas forcément accepté dans tous les pays membres où on n'a pas forcément les mêmes couleurs politiques en responsabilité. On imagine que Confrontation Europe est assez proche du microcosme bruxellois, hein, dites-moi si je me trompe. Mais du coup, je me demandais en fait du point de vue des institutions, comment certains eurodéputés ou représentants des États membres au Conseil ont-ils pris position sur la question de la main-d'œuvre étrangère. Et on imagine qu'il y a des lignes de fracture qui ne seront pas du tout surprenantes étant donné le contexte actuel. Mais est-ce qu'on a pu quand même observer à l'inverse des consensus particuliers dans le débat européen ? Alors en réalité, on a assez peu parlé de l'immigration légale, de l'immigration de travail, puisque c'est une compétence qui est plutôt d'ordre national, même s'il peut y avoir des coopérations au niveau européen. On n'a pas la green card comme ils ont aux États-Unis, version Union européenne, même si certains aimeraient que ça arrive sur le débat. Pour l'instant, on se concentre surtout sur l'immigration illégale et les demandeurs d'asile. Et donc c'est ce traitement qui était l'urgence, l'importance. On a fait ce pacte asile et immigration qui pourrait être ouvert, en tout cas c'est la volonté de Giorgia Meloni. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, est plutôt aussi ouverte à cette question. Et d'ailleurs son groupe au Parlement européen, le PPE, donc plutôt le centre droit, s'appuie de plus en plus pour ses votes avec les différents groupes conservateurs et d'extrême droite, alors qu'ils sont dans une coalition avec les socialistes et les libéraux. Donc ça va peut-être encore évoluer à l'avenir, ce pacte asile-immigration. En tout cas, on parle assez peu
peu sur le court terme, on verra pour le long terme, de l'immigration de travail.